Dès son tout premier long métrage, Zack Snyder s'empressa d'encourager l'islamophobie sur laquelle carburait la guerre de George W. Bush contre l'Irak, tout en bombardant son public de propagande conservatrice et cynique. En effet, Dawn of the Dead, la satire de George A. Romero sur la société de consommation par laquelle il critiquait également les horreurs de la guerre du Vietnam, de la brutalité policière et les Américains sexuellement accros à leurs armes à feu qui profitent de n'importe quelle occasion pour tuer des gens noirs, est devenu entre les mains de Zack Snyder une allégorie de l'apocalypse chrétienne que les humains ont déclenchée en ayant des relations sexuelles avant le mariage, des relations homosexuelles et des avortements. Bref, les coupables des attentats du 11 septembre selon le révérend Jerry Falwell. I really believe that the pagans and the abortionists and the feminists and the gays and the lesbians who are actively trying to make that an alternative lifestyle, the ACLU, People for the American Way, all of them who tried to secularize America, I point the finger in their face and say, you helped this happen. Well, I totally concur. Tout en prenant également le temps de blâmer les musulmans pour l'invasion du zombie. 2 ans plus tard, il adapta 300, la bande dessinée de notre scénariste fasciste préféré Frank Miller, pour convaincre son public à coups de viol qu'il faut se débarrasser de la démocratie afin d'aller tuer des Perses déshumanisés et monstrueux. Un film qui fut justement projeté aux soldats américains envoyés en Irak pour les motiver à tuer le plus de gens possible. En 2009, Zack Snyder adapta Watchmen, une autre bande dessinée, cette fois-ci d'Alan Moore, l'ennemi juré de Frank Miller. Par conséquent, afin de conformer Watchmen à sa propre vision du monde, Snyder transforma une analyse postmoderne qui questionnait la vénération des super-héros et qui critiquait la violence, la guerre et l'idée que la fin justifie les moyens, en une célébration de la justice individuelle et une apologie de la violence, de la guerre et de l'idée que la fin justifie les moyens. 2 ans plus tard, il réalisa Sucker Punch. Bon, puisque ce n'était pas basé sur aucune autre œuvre préexistante, personne n'est allé le voir. Mais en gros, c'est un film grâce auquel Snyder argumente qu'il faudrait que les femmes acceptent de se faire violer afin d'être libérées d'un patriarcat aliénant. Et c'est donc après avoir réalisé tous ces films que Warner Brothers a cru bon de le mettre en charge d'adapter Superman. À l'époque, le studio a même encouragé les pasteurs et les évangélistes chrétiens à se servir du film pour convertir les non-croyants. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être un fasciste islamophobe, misogyne et homophobe pour apprécier les films de Snyder. I actually really like Batman vs Superman. Je ne fais ici que mettre Batman vs Superman en contexte afin que l'on puisse comprendre pourquoi le film fut à la fois un échec artistique et une déception commerciale. Bienvenue à Frank Movie Talks, Frank c'est moi, et aujourd'hui je vais explorer Batman vs Superman, Dawn of Justice. L'adaptation de l'univers DC par Zack Snyder était vouée à l'échec depuis Man of Steel, sorti en 2013, dans lequel il réussit à transformer Superman, un personnage habituellement empathique et porteur d'espoir, en narcissique frustré qui, comme l'infirmière du remake de Dawn of the Dead, réalise que sauver des vies et refuser de tuer sont des faiblesses dont il faut se débarrasser. C'est une morale qui est inculquée à Superman par Jonathan Kent dans Man of Steel. What was I supposed to do? Just let him die? Une morale que celui-ci vient lui répéter dans Batman vs Superman malgré le fait qu'il soit mort dans le film précédent. C'est également une morale qui correspond à la philosophie d'Ozymandias, l'ultime vilain dans Watchmen, car dans les films de Zack Snyder, il n'y a aucune différence entre les héros et les vilains. Sauf que le héros doit généralement être blanc et macho, alors que le vilain se doit d'être féminisé et d'avoir des traits arabes. En fait, il n'y a tellement aucune différence entre les héros et les vilains chez Snyder que souvent les actions du vilain, plutôt que de donner du fil à retordre au héros, permettent au contraire à celui-ci d'obtenir exactement ce qu'il veut. Par exemple, Superman et Mark Zuckerberg veulent tous les deux qu'on leur laisse utiliser la violence pour arriver à leur fin. Je reformule. Superman, Mark Zuckerberg et Batman veulent tous les trois qu'on les laisse utiliser la violence pour arriver à leur fin. Et donc, quand Mark Zuckerberg fait exploser le Congrès, il permet à Superman de se débarrasser de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le meurtre qu'il avait commis à la fin de Man of Steel. Le message de Snyder est ici on ne peut plus clair. La seule façon d'obtenir ce qu'on veut dans la vie est d'avoir recours à la violence meurtrière et de se débarrasser de la démocratie, cette horreur sans nom que Snyder avait déjà critiquée dans 300. C'est justement parce que Superman, Batman et Mark Zuckerberg ont tous des valeurs aussi similaires que les enjeux du film sont aussi insignifiants. Voici comment Henry Cavill décrit, d'ailleurs de manière tout à fait juste, la différence entre Superman et Batman. Superman is do everything by the book. And Batman is do whatever it takes. Le problème, c'est que depuis Man of Steel, Snyder présente justement Superman comme quelqu'un qui est toujours prêt à tuer, ce qu'il fait encore au début de BVS lorsqu'il écrase un mercenaire à travers une multitude de murs de pierre. Bien sûr, il dira plus tard qu'il n'a tué personne, mais ça ne fait que prouver que le Superman de Snyder est soit un menteur pathologique et délirant, soit complètement stupide. Et de son côté, Batman est exactement le même personnage. Même si Bruce semble en vouloir à Superman de détruire la ville, il est également prêt à tout détruire pour gagner.
En fait, Snyder essaie de donner l'impression que son film aborde des thématiques importantes, mais il se contente de les ajouter artificiellement à travers des caméos inutiles plutôt que de les développer à travers les actions des personnages, à travers leurs valeurs respectives ou même au moins à travers des dialogues prétentieux et auto-analytiques comme l'aurait fait Nolan. Mais en bout de ligne, il ne veut tellement pas aborder le contraste idéologique entre Superman et Batman qu'il meuble son film déjà pourtant inutilement long de toutes sortes d'autres personnages issus de l'univers DC, comme Wonder Woman, Doomsday, Flash, Aquaman, Cyborg et bien sûr Mark Zuckerberg. The red capes are coming. The red capes are coming. Ce qui fait que son film est une succession de scènes décousues menant éventuellement au combat entre Superman et Batman. Mais pourquoi s'affrontent-ils? Parce que Superman, ce héros chaleureux habituellement capable de communiquer comme un adulte, préfère ici dominer Batman physiquement plutôt que lui expliquer la manipulation exercée par Mark Zuckerberg. Pour le Superman de Zack Snyder, il n'existe qu'une seule façon de régler les conflits: tuer ses adversaires. Et il trouvera toujours un prétexte pour le faire. Pourquoi? Parce que plutôt que de considérer les gens comme ses égaux, il les considère comme inférieurs et interagit le moins possible avec eux. Ainsi, le Superman de Snyder correspond davantage à la version maléfique du personnage présenté dans les jeux Injustice, ou alors à la manière dont le vrai Superman est perçu par Lex Luthor, l'ennemi juré de Superman remplacé ici par Mark Zuckerberg, soit une tentative ratée de se moquer des milléniaux. Mais qu'en est-il du Batman de Zack Snyder? Eh bien, contrairement à Superman, Batman s'aligne plus facilement avec la représentation fasciste et violente que Snyder fait de tous ses héros, surtout à notre époque. Au fil des ans et des films, Batman est passé d'un agent secret engagé par le gouvernement américain pour combattre les Japonais après l'attaque sur Pearl Harbor, à un pacifiste rendant hommage à John F. Kennedy durant la période trouble que furent les années 60, à un riche défenseur du statu quo dans une ville accablée par les politiques économiques de Ronald Reagan qui aggravent les inégalités de richesse, à un personnage loufoque et un peu adultère sous la présidence tranquille de Bill Clinton, à un vengeur antiterroriste qui excuse les crimes de George W. Bush après les attentats du 11 septembre. C'était donc tout à fait logique que sous la présidence de Donald Trump, élu la même année que la sortie du film, Batman devienne un CEO frustré de perdre des sous à cause de l'arrivée d'un alien illégal et reproduisant des pratiques esclavagistes. Parce que oui, si on regarde attentivement le début de BVS, ce qui agace Bruce Wayne, c'est qu'il soit obligé de donner la permission à ses employés d'arrêter de travailler pour évacuer leur bureau pendant que des extraterrestres détruisent les immeubles autour d'eux. Une décision que Bruce prend ridiculement tard considérant l'état de la ville au moment où il donne l'autorisation à ses employés de se mettre à l'abri. I want you to get everyone out of the building right now. You understand? Let's go. Come on, start moving now, people. Let's go. The boss puts us out of the building, so let's make it happen. Si tard qu'un de ses employés en perd ses jambes, ce qui ne l'empêche pas de continuer de vénérer son patron et de blâmer les immigrants. He's delivered a war here, and this is what war looks like. D'ailleurs, si Superman s'attire autant de critiques, c'est sûrement, comme je l'ai mentionné plus tôt, parce qu'il interagit le moins possible avec les humains. Ses seules interactions sont avec un CEO, un autre CEO, une princesse et 2 demoiselles en détresse. En fait, si le film semble ne s'intéresser qu'aux intérêts des riches et puissants, un peu comme Steve Mnuchin, responsable des finances de la campagne présidentielle de Donald Trump, secrétaire du Trésor sous la présidence de Donald Trump et un des plus fervents opposants à la taxation des compagnies et des riches, c'est peut-être parce que c'est justement Steven Mnuchin qui a produit le film. La nomination de Steven Mnuchin au poste de secrétaire du Trésor avait notamment été critiquée par le sénateur démocrate Patrick Leahy, un fan de Batman qui avait survécu à une attaque de Two-Face dans Batman Forever, de Ra's al Ghul dans la série animée des années 90, de Mr. Freeze dans Batman and Robin, du Joker dans The Dark Knight et de John Daggett dans The Dark Knight Rises, mais pas à celle de Zack Snyder dans Batman vs Superman. Un film qui fut visiblement conçu pour ressembler à un gigantesque tweet de Donald Trump. Un tweet pleurnichard dans lequel Snyder présente les plus puissants de ce monde comme les victimes d'une démocratie qui les empêche de tuer qui ils veulent. Cependant, pour que le Batman de Snyder soit fidèle au personnage des bandes dessinées, il aurait fallu que celui-ci soit présenté comme un détective intelligent. Or, même si Batman s'est introduit dans l'ordinateur de Mark Zuckerberg et qu'il sait depuis un bon moment que celui-ci se prépare à attaquer Superman, il se laisse bêtement manipuler jusqu'à ce qu'il entende le nom de la mère de Superman. Le même que celui de sa propre mère, un nom tout à fait terrien, qui ôte par conséquent l'envie à Bruce Wayne de s'en prendre à Superman, puisque celui-ci n'est visiblement pas aussi étranger qu'il le croyait. Salomon, Slimane, Salomon, Zazin, vous seriez pas un peu cousin? Cousin? Éloigné. Martha Kent est un personnage que Snyder transforme en demoiselle en détresse pour motiver et autoriser l'usage de la violence et du meurtre. Ce faisant, Snyder perpétue une longue tradition hollywoodienne et conservatrice qui victimise les femmes blanches pour provoquer la peur et l'agression chez les hommes blancs. Il faut comprendre que chez Snyder,
Les personnages féminins ne se définissent que par leur relation aux personnages masculins. Il est donc totalement incompréhensible qu'elles apparaissent indépendantes. Et leur viol doit toujours être le plus érotisant et le plus objectifiant possible. D'ailleurs, Snyder lui-même considère que son film est un acte sexuel porté contre ceux et celles qui l'ont vu. On a tendance à dire de ses fans qu'ils boivent le Kool-Aid, une expression signifiant aujourd'hui qu'on est si dédié à une personne qu'on est prêt à mourir pour elle et qui remonte au suicide collectif organisé par Jim Jones. Mais il s'agit d'une mauvaise habitude. En vérité, ce n'est pas du Kool-Aid empoisonné que Jim Jones avait fait boire à ses disciples, mais du Flavorade, soit la boisson préférée de Mark Twight, l'entraîneur que Snyder vénère précisément parce que celui-ci serait capable de pousser les gens au suicide, et avec qui il a fondé une méthode d'enseignement qu'ils ont nommée en l'honneur de l'ancien gourou, et par laquelle les acteurs et les actrices qui travaillent pour Snyder doivent passer. Je le répète, il n'est pas nécessaire de rejoindre les valeurs de Zack Snyder pour apprécier ses films. Cependant, quand on vit à une époque où ce sont des gens comme lui qui adaptent Superman au cinéma et qu'on laisse des gens comme lui ridiculiser nos valeurs et nous forcer à changer notre définition de ce que doit être un super-héros, il n'est pas étonnant de voir la société régresser sur des enjeux qui devraient être réglés depuis longtemps. Snyder a horreur de la compassion et s'efforce film après film de nous convaincre que nous ne devrions jamais aider notre prochain. Il a passé sa carrière à se réapproprier des œuvres progressistes pour les transformer en propagande conservatrice, au sein de laquelle Superman devient un narcissique antidémocratique et Batman un CEO stupide et raciste. Avec une telle représentation du monde et un tel agenda politique, il était tout simplement impossible pour Zack Snyder de faire un bon film de Batman vs Superman. Mais pour ceux que ça intéresse, Snyder est un grand fan d'Excalibur de John Boorman. C'est pourquoi la fin de BVS en est un hommage, où Superman correspond à Arthur, Batman à Lancelot, Doomsday à Mordred, Mark Zuckerberg à Morgana, Lois à la Dame du Lac, et que c'est Kieran Hines qui joue Steppenwolf. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez trouvé cet épisode instructif. Si c'est la première vidéo que vous regardez de cette série, sachez qu'elle s'inscrit dans une rétrospective plus longue et plus détaillée de la filmographie de Batman, et par laquelle il a déjà été démontré que Batman est un personnage politisé depuis ses tout débuts. Pour profiter au maximum de cette série d'essais vidéo, il est possible pour vous de les trouver en ordre sur la page de la chaîne. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez, tous ces gestes aident énormément chaque vidéo à gagner de la visibilité.